Vous êtes sur un jeu vidéo depuis quelques heures et arrive le moment fatidique qui vous sort complètement du jeu. D'une façon ou d'une autre, vous êtes face à une énorme erreur de cohérence entre le gameplay d'un jeu et l'histoire qu'il raconte. Lorsqu'une histoire est racontée, le spectateur ou le joueur en accepte l'univers et les règles, en échange de quoi celle-ci doit être crédible et cohérente avec elle-même. C'est ce que l'on appelle la trêve de l'incrédulité. Dans cet état, le spectateur accepte l'impossible mais pas l'improbable. C'est pourquoi on concevra l'existence d'un bouclier indestructible alors qu'on aura beaucoup plus de mal à croire qu'un personnage gagne à un jeu de hasard. Si j'ai longtemps cherché à mettre un nom sur ces incohérences entre gameplay et scénario, c'est le trophée dissonance ludonarrative contenu dans Uncharted 4 qui m'a permis de me renseigner plus sur le sujet. En 2007, Clint Hawking était le premier déjà à épingler ce terme pour parler de BioShock premier du nom, en évoquant sa position sur le libéralisme et l'individualisme. Si le gameplay laissait le choix au joueur d'adopter ou non cette vision, le scénario ne le permettait lui pas et imposait sa vision au joueur. Deux facteurs principaux sont à l'origine de cette dissonance, les cinématiques et une mauvaise approche du gameplay. Et si les limitations techniques ont longtemps pu pardonner ces erreurs, elles sont aujourd'hui difficilement justifiables ainsi. Avec le développement des cinématiques depuis les années 2000, on a vu le jeu vidéo s'inspirer de plus en plus du cinéma sans faire attention aux particularités du médium, causant au passage de nombreux problèmes de cohésion ludonarrative. Dans un des derniers chapitres d'Uncharted 4, un ennemi parle des frères Drake en termes qui ont de quoi laisser perplexe. Difficile à avaler quand on a passé les 10 minutes précédentes à éliminer une cinquantaine d'hommes travaillant pour lui. Les problèmes les plus récurrents sont ceux de l'incompétence cinématique et son penchant, la surpuissance cinématique. Le premier cas se trouve lorsqu'un personnage est particulièrement fort en phase de gameplay, mais devient d'une faiblesse surprenante durant les cinématiques. Final Fantasy VII Crisis Core est l'exemple parfait. Zack est capable de battre plus de 1000 soldats dans une séquence de gameplay, mais elle se fait expulser manu militari d'une base par 2 soldats dans une cinématique. On peut aussi citer The Elder Scrolls 4 ou Dishonored qui présentent la même situation. Le héros ne peut pas tuer des assaillants alors qu'il les éliminerait sans le moindre problème en phase de gameplay. La surpuissance cinématique, c'est le contraire. Dans les derniers Tomb Raider, on voit Lara survivre plusieurs fois à des chutes qui l'auraient tué en phase de gameplay. Ce peut aussi être l'utilisation d'attaques ou d'armes qui ne sont pas disponibles en gameplay et la quantité de soft touchés par ce mal est significative. Pour donner quelques exemples, on peut notamment y inclure Arkham Asylum, StarCraft, Vanquish 2, Wind Waker, Devil May Cry, Metroid Prime, No More Heroes, Bayonetta, Pokémon, Witcher 2, Mass Effect, bref, vous voyez l'idée, ce problème est omniprésent. Si ces deux types de cinématiques posent un problème, la dissonance ludonarrative y est en général réfléchie et assumée. Le cas le plus intéressant, mais aussi le plus problématique, car il n'est justement pas pensé pour être là, est lorsque le jeu présente une divergence conséquente entre sa narration et son gameplay, au-delà des capacités ou de l'intelligence du personnage. C'est la cohérence du jeu en tant qu'œuvre qui est alors remise en question. Ces problèmes de cohérence sont très présents dans les jeux en monde ouvert. GTA 4 ou Watch Dogs 2 proposent des héros dont le background laisse penser qu'ils vont résoudre leurs problèmes autrement que par les armes. Si la voie non létale est toujours proposée, les mécaniques de jeu ne l'encouragent pas et le gameplay est même conçu dans le but de faire usage des armes à feu au moindre trouble, quitte à aller totalement à l'encontre de l'histoire ou des personnages. La série des Elder Scrolls subit par exemple de plein fouet sa volonté de liberté extrême. Alors que le monde est en proie à un grave danger, le joueur va plutôt passer du temps à récupérer un sac perdu par un PNJ dans une grotte. Dans Skyrim, le joueur incarne Dovahkiin, l'enfant de dragon, un personnage mythique qui n'apparaît que quelques fois par millénaire et qui est censé sauver le monde. Pourtant, si vous osez tuer une poule dans un village, les soldats seront capables de vous envoyer plusieurs jours en prison. Soldats qui sont d'ailleurs beaucoup trop nombreux dans le jeu, avec parfois un soldat par villageois. Un autre élément des plus répandus est le trope du One Man Army, qui vient souvent contredire la narration. Max Payne 3, où le héros est usé par les années et l'alcool, mais redevient une machine à tuer dès les premières séquences de jeu, ou encore Uncharted, où le scénario montre Nathan Drake comme le gendre idéal, alors que celui-ci est un meurtrier de masse durant les phases de gameplay. Les FPS mainstream comme Call of Duty ou Battlefield présentent aussi une variante de ce problème avec un soldat quasi immortel et capable d'éliminer une armée entière tout seul, là où ses alliés seront souvent incapables de tuer le moindre ennemi. Au contraire, ce trope est tout à fait justifié dans un jeu tel que Doom, où c'est une facette volontaire du jeu. Cette tendance, dictée par des intérêts économiques, déteint malheureusement sur des types de jeux dont elle devrait être totalement absente.
Lorsqu'un Hitman ou un Splinter Cell propose de nettoyer un niveau à la grenade alors qu'ils sont des jeux d'infiltration, il est difficile de ne pas poser un regard critique sur la production du jeu. Deux blockbusters récents ont subi la même difficulté à des échelles différentes. The Division devait être le survival post-apocalyptique ultra réaliste d'Ubisoft, et au lieu de ça, il est vite devenu un FPS lambda, faisant même souvent fi de l'aspect coopératif alors qu'il est essentiel à l'univers. Metal Gear Solid 5, pourtant bon élève en termes d'harmonie ludonarrative, souffre de l'apparition des skulls dans une séquence où l'approche dissimulée n'est plus possible et où l'on est presque obligé d'utiliser un bazooka. Un comble pour un jeu d'infiltration prônant une vision pacifique du monde. Alors que Kojima est allé jusqu'à inciter les joueurs à se débarrasser de toutes leurs armes nucléaires dans le mode online, une telle séquence fait tâche. Le problème de la dissonance ludonarrative tient au manque de considération donnée au gameplay comme vecteur scénaristique. Alors que le jeu vidéo commence à atteindre une certaine maturité, il manque encore de maîtres ayant compris la façon dont il fonctionnait, comme ont par exemple pu l'être un Hitchcock ou un Kubrick pour le cinéma. Cinéma dont le jeu vidéo s'inspire beaucoup, mais parfois sans réaliser son incompréhension de ses codes. Les films de zombies s'attaquent par exemple de façon récurrente au capitalisme, et pendant ce temps, un Dead Island préconise de récupérer le maximum d'argent pour progresser au mieux. Le gameplay n'a pas été pensé en adéquation avec l'univers du jeu. Contrairement à beaucoup de problèmes du jeu vidéo, qui ont jusqu'ici été résolus en s'appuyant sur d'autres médiums, le gameplay est une caractéristique qui rend unique le jeu vidéo. Il donne le pouvoir au récepteur, ici, le joueur. Un facteur imprévisible naît, mais la réflexion sur la canalisation du joueur n'est généralement donnée qu'aux développeurs et pas aux scénaristes, ce qui conduit souvent à cette fameuse dissonance ludonarrative. Le problème est parfois résolu à l'aide de couloirs ou de QTE, ce qui peut mener à des horreurs de gameplay comme Heavy Rain, mais ce type de solutions sont de plus en plus difficiles à justifier à l'heure des choix à conséquences et des niveaux ouverts. Car il faut bien séparer les choix scénaristiques des choix de gameplay. Si les premiers sont souvent mis en évidence, notamment dans les aventures graphiques comme les jeux de Telltale, les autres ne sont pas proposés directement par le développeur, mais découlent des actions du joueur. Les jeux Fable ou Mass Effect s'efforcent de donner une liberté maximale dans le gameplay et d'adapter l'évolution scénaristique en fonction des décisions du joueur. L'absence de décision dans une séquence de jeu peut aussi être une décision. Ne pas détruire un objet, ne pas tuer une personne, ou encore ne pas intervenir dans un affrontement. Ce sont autant de choix non scriptés où le joueur pose son empreinte sur l'univers qui évolue en fonction et ne reste pas rigide à ses actions. Infamous proposait un système intéressant mais très manichéen, avec uniquement un choix entre bien et mal, sans nuance entre les deux. Au contraire, Sleeping Dogs, qui propose de jouer un policier infiltré dans une triade, offre différents niveaux de chaque côté du spectre. Le joueur n'est pas obligé d'être un parfait policier ou le pire des ripoux. Tout dépend de ses choix en termes de gameplay. Va-t-il détruire des biens publics, arrêter un crime ou blesser des innocents ? Ces choix, qui ne sont pas faits sous la contrainte d'une cinématique, impliquent d'autant plus le joueur dans l'univers car ils auront des conséquences sur l'histoire, contrairement aux exemples de Watch Dogs ou de GTA dont j'ai parlé un peu avant. Entre autres exemples d'une harmonie ludonarrative réussie, je pourrais évoquer This War of Mine, Phoenix Wright, Spec Ops The Line, ou encore Red Dead Redemption, sur lequel Game Next Door a par exemple récemment fait une vidéo. Mais le meilleur exemple est très certainement la saga Zero Escape, composée de 999, Virtue's Last Reward et Zero Time Dilemma. Cette saga, sortie de l'esprit de Kotaro Ushikoshi, utilise le gameplay en tant que vecteur émotionnel et comme rouage essentiel du scénario. Le premier opus, 999, a par exemple été conçu pour la Nintendo DS et fait probablement la meilleure utilisation qui soit du double écran de la console, au point que l'adaptation iPhone a dû purement et simplement supprimer toutes les phases de gameplay. L'absence du second écran aurait amputé le gameplay et par là même détruit la narration. L'objectif n'est pas ici de rendre tous les jeux réalistes, mais seulement qu'ils soient cohérents dans l'univers qu'ils développent, que ce soit dans la narration, le gameplay ou dans la relation indispensable entre les deux. L'amélioration générale de l'harmonie ludonarrative me semble être une étape nécessaire pour continuer à exploiter les possibilités offertes par les jeux vidéo. Et si la distance créée par la dissonance ludonarrative n'empêche sûrement pas d'apprécier un jeu pour les nombreuses qualités qu'il possède, elle met en lumière une absence dans le monde vidéoludique par rapport à d'autres arts, celle de grands créateurs et penseurs. Le travail de Miyazaki, Ueda ou encore Kojima constitue heureusement la première pierre vers une meilleure compréhension du médium et de ses limites.